d'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Repenser l'école est au cœur de toutes les discussions, mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? Changer de pédagogie, revoir les manières d'enseigner, privilégier les soft skills, bref, tout un tas de questions. On va tenter d'y répondre, en tout cas de comprendre les pédagogies dites alternatives avec nos invités. Choisir un métier n'est pas chose facile, et encore moins lorsqu'on a à peine 15 ans. Afin de découvrir les métiers et justement mieux s'orienter, nous recevrons le cofondateur de l'application Olesio. C'est notre bon point du jour. Enfin, dans sa chronique, Loïc Landreau fera le point sur l'agenda du week-end, un agenda chargé et plein de surprises. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Loïc. On commence avec cette tribune de Gabriel Attal, publiée ce matin dans le quotidien Le Monde. La lutte contre la baisse de niveau est une urgence républicaine. C'est ce qu'a écrit le ministre de l'Éducation, qui précise que près d'un élève sur 3 ne sait pas correctement lire et écrire à son entrée en 6e. Et il détaille les mesures qu'il compte mettre en place. D'abord, l'abolition des textes à trous dans les apprentissages au cours moyen et au collège. Ensuite, l'intégration d'un test de rédaction aux évaluations nationales qui concernent tous les élèves à l'entrée en 6e pour détecter, je cite, les fragilités des uns et les talents des autres. Il souhaite également instaurer 2 heures de lecture par jour en classe de CP, mettre en place la production d'un texte écrit par semaine au CM2 et enfin créer dès cette année un grand concours national d'écriture en primaire et au collège, l'un pour les enfants et l'autre pour les enseignants, dont, je cite, le talent et la créativité méritent d'être mieux reconnus et partagés. Des annonces qui ont reçu un accueil assez mitigé sur les réseaux sociaux, tant la problématique, évidemment, de cette rentrée reste la pénurie d'enseignants. Et d'ailleurs, Loïc, vous vouliez nous parler d'un post qui a fait beaucoup réagir sur le sujet. Une capture d'écran qui a été vue 4 millions de fois sur X, anciennement Twitter, qui a mis les feux aux poudres, effectivement, ces derniers jours. On y découvre l'emploi du temps d'une classe de terminale à Champigny-sur-Marne, c'est en région parisienne. Et vous le voyez, sur les 5 enseignants prévus dans la journée du mardi 12 septembre, 4 étaient absents, ça fait beaucoup. Immédiatement, beaucoup d'internautes ont quand même remis en cause la véracité de ce post en dénonçant une probable manipulation visuelle. Mais nos confrères de Check News, donc de Libération, confirment que ce post est bel et bien authentique. Ils ont d'ailleurs contacté le rectorat de l'Académie de Versailles qui leur a expliqué, je cite, il y a un double concours de circonstances. Sur 89 enseignants, nous avions 4 absents. Et de fait, ils intervenaient tous le même jour dans la même classe. Mais là où la situation est encore plus préoccupante, si je puis dire, c'est lorsque le rectorat a expliqué que l'un des professeurs absents avait en fait effectué sa rentrée, mais il s'était mis immédiatement en arrêt maladie et que les 3 autres, qui sont des remplaçants et nouvellement affectés dans ce lycée, eh bien, ne se sont tout simplement pas présentés le jour de la rentrée. Et pourquoi ils n'ont pas été immédiatement remplacés? Alors ça, c'est une très bonne question qu'ont posée d'ailleurs nos amis de Check News au rectorat. Il invoque des difficultés à trouver et à contacter de nouveaux enseignants, mais aussi le respect du délai légal qui les oblige en fait à attendre avant d'enclencher le remplacement d'un prof qui ne s'est pas présenté. Autre point d'inquiétude, plusieurs centaines de lycéens n'ont toujours pas d'affectation 10 jours après la rentrée. Et c'est surtout le cas en filière professionnelle. Et c'est un phénomène en évolution de 33% entre 2021 et 2022. Et il ne semble pas du tout s'inverser. La défenseure des droits a d'ailleurs été saisie par des parents en colère et elle dénonce une atteinte au droit d'éducation. Alors concrètement, la plupart de ces jeunes ont choisi une option professionnelle qui n'existe pas dans leur lycée habituel, mais ils n'ont pas trouvé d'établissement aux alentours pour les accueillir. C'est le cas par exemple de Séverin qui témoigne dans Télérama et qui explique avoir choisi d'intégrer une terminale STMG avec une option RH, sauf que cette option n'existe pas dans son lycée actuel. Et depuis le 13 juillet, qui est la date de la commission qui décide des affectations, ses parents n'ont aucune nouvelle du rectorat. Ils n'arrivent pas à joindre l'académie. Donc, Séverin a dû abandonner l'option RH pour celle de marketing. Il est resté dans son établissement, mais voilà une orientation subie et non pas choisie. Et comme lui, des centaines de jeunes sont aujourd'hui sans nouvelles de leur futur, là où d'autres ont des propositions, mais à 45 minutes de transport de chez eux.
La situation est tout aussi inquiétante dans le supérieur pour d'autres raisons. Une étude révèle que près d'un étudiant sur 2 a déjà sauté un repas à cause de l'inflation. Étude de l'association COP1 qui lutte contre la précarité étudiante. Elle nous dit effectivement que 46% des étudiants ont déjà sauté un repas à cause de la hausse des prix. Je vous propose d'écouter Benjamin Floïc, il est cofondateur de l'association COP1. On a la moitié des étudiants qui se retrouvent après avoir payé le loyer et les charges avec 100 € de reste à vivre. 100 € de reste à vivre, enfin je sais pas comment est-ce qu'on imagine vraiment vivre avec 100 € pour un mois complet pour faire ses courses alimentaires. Simplement pour les courses alimentaires, 100 € avec l'inflation, c'est vraiment rien du tout. Et du coup, il faut se dire qu'on a la moitié de la population étudiante française qui est dans cette situation-là. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a une grande majorité de femmes qui est bénéficiaire des aides de COP1. Et ça s'explique notamment parce qu'il y a des frais supplémentaires du fait de la nécessité d'avoir des protections périodiques et donc ça crée une inégalité de genre encore additionnée à toutes les inégalités de genre qu'on connaît et ça se retrouve aussi dans le fait que on a une majorité de femmes en situation de précarité parmi les étudiants. Et on termine avec une enseignante, Loïc, qui a demandé à ses élèves de ne plus se parfumer avant d'aller en cours, avant qu'ils viennent en cours. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires? Alors, c'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu extrême, mais il faut bien comprendre. En fait, cette prof de biologie dans un collège de Menton, près de Nice, fait des réactions inflammatoires au déodorant, au parfum, au gel et à la laque. Et elle est même reconnue travailleur handicapé pour cela. Donc, quelques jours après la rentrée, elle a écrit un mot aux parents pour leur demander de ne pas laisser leurs enfants se parfumer en cours quand ils ont évidemment classe avec elle. Mais c'est compliqué de l'aveu même des élèves puisqu'ils ont 2 heures de sport avant. Et donc, beaucoup d'entre eux décrivent des odeurs vraiment désagréables dans la classe en question. Alors, c'est vrai qu'on imagine l'inconfort des enfants, la surprise des parents, mais quand même, on peut souligner le respect de la part de ces ados qui prennent en compte le handicap reconnu de cette enseignante qui est probablement difficile à vivre au quotidien, beaucoup plus pour elle que pour les élèves. Bien sûr, on imagine. Merci beaucoup Loïc pour ces infos. À l'heure où la façon de penser la pédagogie est centrale dans l'éducation et où syndicats, ministres, parents, enseignants planchent sur ce qui cloche justement dans l'enseignement français, quid des pédagogies alternatives? Méthode Freinet, Montessori, Steiner, encore frère. Eh bien justement, on va en parler. Vous avez sans doute entendu parler de ces noms sans vraiment connaître leur impact sur l'éducation. Donc ces méthodes, ces pédagogies dites alternatives, on en parle, c'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Anne Coffinier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à nouveau sur le Grand JT. Je suis ravie. On a échangé plusieurs fois ensemble sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on parle de pédagogie alternative. Vous êtes fondatrice de l'association Créer son école. Et j'accueille également Maud Friedman. Bonjour. Bonjour. Merci Maud également d'être avec nous sur ce plateau par Skype. Vous êtes psychopédagogue, neuroéducation. On va parler donc de ces pédagogies dites alternatives. Je vais vous faire peut-être bondir l'une et l'autre, mais est-ce qu'on peut dire qu'elles sont à la mode en ce moment, Anne Coffinier? Elles sont clairement à la mode, hein. Et même le terme d'alternative peut être interrogé, parce que alternative par rapport à quoi? Par rapport à qui? Aux pédagogies qui seraient classiques. En réalité, la pédagogie appliquée à l'éducation nationale n'a rien à voir avec la pédagogie classique de l'école de la Troisième République, Jules Ferry, etc. Donc l'école publique n'a déjà pas la pédagogie classique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie alternative par rapport à une pédagogie qui n'est plus classique? Alors, dans ce cas, quelle est la pédagogie actuelle, devrais-je dire, puisqu'on compare la Troisième République à celle dite alternative? Là, je ne vais pas être très sympathique. La pédagogie actuelle, évidemment, elle est variée d'un professeur à l'autre, et heureusement. Mais la pédagogie qui est, disons, promue à travers les centres de formation, à travers les recommandations ministérielles, ce n'est pas une pédagogie qui est efficace, hein. C'est une pédagogie qui s'est beaucoup dégradée, et surtout qui est une pédagogie de l'entassement, et j'ai presque envie de dire des injonctions contradictoires. Dans une journée, dans un cerveau, on ne peut pas tout faire entrer à la fois. Et cette espèce de surinvestissement, d'injonctions, arrive sur des cerveaux qui sont déjà sursaturés par les réseaux sociaux, les médias, le monde qui bouge, la complexité du milieu familial, etc. Donc en fait, on a vraiment à réinterroger la pédagogie dite classique, peut-être même à revenir à des éléments de classicisme, hein, qui ont été négligés abusivement, et peut-être aussi
entrer des éléments de neurosciences, d'innovation, résolument en prenant ce qu'on sait des neurosciences, en prenant aussi ce qu'on sait des autres pays, notamment les pays nordiques. On va en parler justement, on va voir les comparatifs qui existent et bien comprendre ce que ça veut dire aussi, évidemment, pédagogie alternative. De ce qu'on se dit, Maud Friedman, je rappelle que vous êtes psychopédagogue justement. Si votre métier existe, c'est pas par hasard, c'est justement parce qu'il faut repenser, en effet, d'après ce que dit Anne Coffini, la manière dont la pédagogie est faite. Est-ce que l'école, selon vous, est défaillante sur ce sujet, Maud ? Dire que l'école est totalement défaillante, non, je dirais pas ça. En revanche, on voit qu'il y a du changement, il y a de la nouveauté, il y a de l'alternative, où il y a un souffle nouveau à apporter à l'école. Et c'est un chemin qui est déjà entamé dans beaucoup d'écoles. C'est une révolution qui est aussi en marche. On voit que cette pédagogie, notamment Montessori qu'on connaît bien, c'est une pédagogie qui place l'enfant au centre des apprentissages. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Anne, ça casse un peu le système vertical, le rapport qui était entre l'enseignant sachant et l'enfant en situation d'apprentissage. Donc de replacer l'enfant au centre de l'apprentissage, ça permet de faire beaucoup de choses, de faire évoluer les choses. Il y a des principes phares dans ces pédagogies dites alternatives. On parle beaucoup de Montessori et donc c'est donc l'individualisation, le respect du rythme de l'enfant, d'avoir accès à un environnement qui est préparé. C'est des pédagogies qui demandent aussi beaucoup de travail en amont. On axe beaucoup aussi sur l'autonomie, la responsabilité. Et pour répondre à votre question, c'est des pédagogies qui répondent aussi beaucoup au questionnement de l'adaptabilité des êtres humains d'aujourd'hui dans un monde qui change sans cesse et que nous-mêmes ne connaissons pas vraiment. Et donc, ça leur donne ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est tous les soft skills, l'adaptabilité, l'empathie, la pensée critique, etc. Donc, défaillant, non, mais qu'il y ait une révolution qui soit en route, ça, c'est très positif. L'empathie, effectivement, tout ce dont on parle, la pensée critique, c'est des choses, évidemment, dont on parlait aussi il y a 50 ans, 100 ans et 200 ans. Pourquoi aujourd'hui on se préoccupe davantage de cela ? On a l'impression tout d'un coup que les enseignants ont été déconnectés finalement de ce que vous dites par rapport à l'enfant qui était plus au centre de l'apprentissage. Or, pour autant, les enseignants continuent de dire que l'élève, l'enfant, reste évidemment au cœur de ces apprentissages. Alors, honnêtement, cette dialectique de savoir si c'est l'enfant qui est au centre de l'apprentissage, si c'est le savoir ou si c'est la relation entre le maître et l'enfant, moi je pense que là franchement, il faut sortir de ça parce que c'est des révolutions régulières. Évidemment que l'acteur fondamental, je dis bien l'acteur, celui qui agit, c'est l'enfant. On ne peut pas forcer un enfant à apprendre quelque chose s'il est dans une logique de passivité, il ne se passe rien. Donc, tout le rôle de l'enseignement, c'est de faire en sorte que l'enfant se mette en mouvement, s'intéresse et s'approprie la connaissance et même envie par lui-même de continuer. Donc, mais quand on parle d'empathie aujourd'hui, d'esprit critique, c'était la même chose pour nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Oui, alors entre guillemets, le wording a changé, si vous voulez. Là, on est dans le règne des soft skills, on est dans le règne du développement personnel, du bien-être, etc., etc. Donc, on a changé de vocabulaire. Mais fondamentalement, avant, qu'est-ce qu'on disait dans l'empathie ? C'est les cours de morale. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux plus faibles, il faut faire attention aux anciens. Si on ne respecte pas soi-même, on peut avoir respecté les autres, on ne peut pas être respecté ni respectable. C'est drôle ce que vous dites, parce qu'en fait, on pourrait opposer cours de morale et empathie. Alors qu'en revanche, c'est ce que vous dites, c'est que au contraire, ça va ensemble. Ça va ensemble. Sauf que là où il y a vraiment une évolution, et il n'y a pas d'opposition, mais il y a une opposition par rapport à maintenant, il n'y a pas d'opposition par rapport à l'école classique, c'est qu'on enseigne comme on est. Donc, on enseigne l'empathie en étant empathique. On enseigne le respect en étant respectueux. En fait, c'est une pédagogie de l'incarnation. Et donc, on enseigne la joie et l'envie d'apprendre que si on est joyeux et on vit de cette joie de la connaissance. Si vous tombez sur un professeur qui a l'air d'avoir envie de se pendre quand il vient faire cours, qui ne se respecte pas lui-même, qui est habillé comme une semi-poubelle, évidemment, vous pouvez faire tous les cours que vous voulez sur l'empathie, les soft skills, ça n'ira pas. Et surtout qu'ils ne se sentent pas respectés, parce que c'est quand même ce que la situation actuelle, c'est ce que vivent beaucoup d'enseignants. C'est un sentiment et peut-être même une réalité. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. D'être dans une position où le gouvernement, le ministère ne prend pas en compte les besoins essentiels des enseignants. Et surtout, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a vraiment une anonymisation des êtres.
des professeurs, des élèves, même des parents, qui sont ces espèces de non-êtres qu'on tient bien à l'extérieur de la relation. Et donc tout ça, c'est complètement antinomique, contradictoire avec ce qu'on voudrait faire sur la pensée critique, sur la tolérance, sur la bienveillance, sur tout ça. Donc je crois que là encore, attention à ne pas nous payer de mots. Les mots, c'est sympa, mais la réalité, c'est que si on n'est pas aligné entre ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit... D'ailleurs, le cœur de la pensée Montessori, c'est quoi ? C'est fondamentalement d'être déjà, dans la manière de se comporter, d'être déjà presque un enseignement à soi seul. À la limite, il n'y a quasiment pas besoin de mots, il suffit de montrer, de se comporter, voilà. Et c'est ça qu'on a beaucoup perdu, je ne dirais pas dans la pédagogie traditionnelle, parce que ça ne veut rien dire, mais dans le cadre éducation nationale actuel, qui est très standardisé, qui correspond avant tout à des considérations administratives. Il faut que ça fonctionne, que ça soit rentable, il faut qu'on sache où sont les élèves, il faut les numéroter, il faut les badger. On les met par contingent, en réserve, on les fait monter de classe en classe, on les déplace, vous voyez, on les étiquette. Et cette considération, elle n'est pas faite pour eux. Elle est faite pour gérer la masse. C'est ce que vous pensez aussi, Maud Friedman, par rapport aux méthodes dont on parlait et que vous évoquiez, notamment Montessori, c'est-à-dire de pouvoir replacer, évidemment, comme vous disiez, l'élève au centre, mais peut-être penser différemment la manière d'enseigner. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien ces méthodes-là, qui ont juste entendu des noms, est-ce que vous pouvez réexpliquer en quoi cela est différent et en quoi l'enfant n'est pas juste laissé à l'abandon dans une pièce à jouer et à s'amuser et à apprendre comme il veut, mais au contraire, c'est une réelle méthode qui est pensée intelligemment. Bien sûr. Donc c'est une méthode qui est pensée très intelligemment, qui, je le répète parce que c'est essentiel, place l'enfant au centre. Et pour faire une comparaison avec le système classique et rebondir sur ce qui a été dit, c'est justement parce qu'il y a cette formation des enseignants et ce fonctionnement Montessori qu'on arrive à développer des aptitudes comme l'empathie, l'adaptabilité, etc. Donc c'est ce cadre-là qui le permet. Et on l'a vu d'ailleurs, il y a beaucoup de pas de fourmis qui côte à côte vont faire des pas de géants, mais qui se mettent en place aussi dans le système éducation nationale. Donc il y a aussi une volonté de faire bouger et d'incorporer ces outils de pédagogie alternative, innovante dans le système classique, motivés, et comme vous dites, on est ce qu'on enseigne, motivés par des enseignants qui sont motivés et qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. La pédagogie Montessori, c'est une pédagogie qui est centrée donc sur l'enfant avec un respect de son rythme. L'enfant est dans des classes d'âge mélangées. C'est quelque chose qui est la base de la pédagogie, dans un environnement qui est préparé et pensé pour lui, adapté. C'est-à-dire qu'en classe de maternelle, la classe est divisée en 4 aires. L'ère du langage, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'ère des mathématiques. Il y a aussi l'ère de la vie pratique. Et donc, vous voyez des enfants de maternelle cirer des chaussures, presser des éponges, nettoyer des plantes, passer le balai. La vie quotidienne de débarrasser une table, etc. fait partie intégrante des apprentissages. Et si on a des enfants, on le sait bien, on peut leur acheter beaucoup de jouets. Finalement, on va se dire, c'est bizarre, il veut balayer comme moi. Il adore essuyer la table. Donc, ça correspond aux périodes sensibles de développement de l'enfant, et ça aussi c'est un énorme point pilier de la pédagogie Montessori, c'est qu'il s'appuie sur les périodes sensibles de l'enfant. En maternelle, en 3-6 ans, la phrase phare de la pédagogie Montessori, c'est « apprends-moi à faire seul ». Et vous avez des enfants qui vont apprendre à mettre leurs chaussons tout seuls, à défaire leurs chaussures, à pouvoir accrocher leur manteau au porte-manteau. Et tout ça, ça fait partie intégrante de la pédagogie et de la vie des enfants. L'environnement est préparé et il pousse à, donc bien sûr, beaucoup d'autonomie, mais aussi beaucoup de responsabilité. Les enfants dès 3 ans vont pouvoir débarrasser leur assiette, vont manger avec des couverts et des verres comme vous et moi, vont avoir des responsabilités de rangement, ils vont savoir dérouler un tapis puis le réenrouler. J'aimerais justement la réaction de Anne à ce sujet.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui avait été décrit par Maud Friedman, et je voulais donner un cadre un peu plus large sur les tendances dans les créations d'écoles. Donc aujourd'hui en France, pour la pédagogie alternative, il y a des professeurs dans l'éducation nationale qui de manière isolée mettent en œuvre des pédagogies alternatives avec certains des principes qui sont cités par Maud. Dans certaines écoles privées sous contrat, il y a aussi un certain nombre de réalités qui se font, mais le lieu majoritaire pour le développement des pédagogies alternatives, ce sont les écoles indépendantes. Alors ça tombe bien. Dites hors contrat. Dites hors contrat, dites alternatives, dites différentes, enfin le vocabulaire que vous voulez. Moi j'aime bien indépendance, et ça fait français. Les Français sont indépendants d'esprit. Et puis c'est le vocabulaire international en fait, independent schools. Donc il se trouve qu'on vient de faire notre conférence de presse de rentrée avec toutes les statistiques des créations d'écoles. Puisque chaque premier mercredi de la rentrée, on fait une conférence de presse. Et c'est assez passionnant de voir ce qui se passe, parce que d'une année sur l'autre, eh bien, il y a des évolutions. Et cette année, il y a eu 108 nouvelles écoles qui se sont ouvertes là à la rentrée, en plus de toutes celles qui existent, à peu près 2000 écoles qui existent. Et il y a 63% de pédagogie alternative. Et donc, en fait, si on regarde bien ce qui se passe actuellement, on a 63% de pédagogie alternative. Donc, dans pédagogie alternative, actuellement, on a souvent des mix de pédagogie. C'est beaucoup plus vrai qu'avant, c'est-à-dire que les gens font leur propre assortiment de pédagogie. Ils vont emprunter à la pédagogie Freinet, de Crowley, Montessori, etc. On a 22% de Montessori exclusivement. Donc là, c'est vraiment Montessori. Rappelons qu'en France, il n'y a pas de label Montessori. Enfin, il se revendique que de Montessori. Il y a 2% de démocratique, donc ça a beaucoup baissé par rapport aux dernières années. Et on a donc 13% de pédagogie dite classique, c'est-à-dire des pédagogies où on apprend progressivement, de manière structurée et progressive. Et justement, quelles sont les différences avec celles qu'on connaît le plus, donc Montessori, et les méthodes Steiner, Freinet et autres qui sont peut-être un peu moins populaires, entre guillemets, et qui sont pour autant toutes aussi intéressantes? Alors, en 2 secondes, franchement, c'est difficile d'expliquer ça comme ça. Moi, je dirais que la méthode Freinet, c'est une méthode qui repose complètement sur le génie du professeur. Donc, soit le professeur est à l'aise avec cet environnement-là, il peut être un professeur extraordinaire, et donc ils vont mettre en place une imprimerie, comme ça avait été le cas dans l'expérience historique. Ils vont créer des choses, ils vont faire des projets. Tout le monde n'est pas instituteur Freinet, c'est pas vrai. Donc c'est vraiment lié au charisme propre de l'instituteur. Et cela exige aussi une formation très importante. Beaucoup de lectures, regardez ce qui s'est passé, il y a des films, c'est documenté. C'est intéressant parce qu'il y en a dans le public, il y en a dans le privé sous contrat, il y en a dans le hors contrat, il y en a de partout. C'est vraiment une pédagogie qui n'est pas du tout liée à une forme juridique. Non, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir à quel point, vous disiez là en l'occurrence sur Steiner, le professeur est au centre même. Vraiment. Alors là, je parlais de Freinet. Pardon, de Freinet. Et au centre vraiment du projet. Cela veut donc dire que je parlais de formation, c'est la formation de ces enseignants-là qui est importante. C'est vrai, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a une tendance actuelle à dire il faut se former pour ci, il faut se former pour là. Mais je vais vous dire, la plupart des professeurs, ils s'auto-forment. Vous demandez aux professeurs, ils sont très réticents. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix? Pas forcément. Parce qu'en fait, la vraie formation, elle est personnelle. Et on est à une époque où on a accès à plein de choses. Et il y a 2 choses qui marchent. D'une part, lire Freinet, tout bêtement. Regarder des documentaires, ça, il y a beaucoup de choses sur Freinet. Et la deuxième chose, c'est d'aller passer du temps chez un instituteur ou un professeur qui le fait. Et c'est ça qui fait la force de la méthode scandinave, c'est que les professeurs, comme vous disiez tout à l'heure, se forment de pair à pair. Ils ne vont pas aller voir une institution, un quidam quelque part qui est un sachant. Oui, c'est pas une formation classique en fait, qui est faite par l'éducation nationale. Voilà, c'est ça. Mais c'est une forme de formation aussi, c'est la même chose. C'est une super formation, mais de pair à pair, par compagnonnage. Et à mon avis, c'est le mieux. Et pour ça aussi, il faut entendre parler d'un tel qui marche très bien. Mais il y a aussi un maillon qui manque complètement dans le système français, c'est l'évaluation transparente. Parce que comme on ne sait pas les performances, entre guillemets, même si le mot performance est un peu désagréable, mais comme on ne sait pas quels sont les bons profs, pour parler en d'autres termes, vous ne pouvez pas aller vers eux. On fait toutes sortes d'évaluations, mais en fait, on ne publie jamais le résultat par professeur. Si vous vous rendez compte qu'il y a un professeur qui arrive très très bien à enseigner très tôt, à lire aux enfants, évidemment que c'est intéressant pour vous d'aller dans sa classe. Évidemment, vous savez, dans les écoles d'application traditionnelles, il y a un système de vitre sans teint. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des observateurs derrière qui regardent le professeur faire cours. Et comme ça, ils ne dérangent pas l'alchimie de la classe, mais ils sont comme s'ils étaient dedans. On peut aussi faire toutes sortes de caméras. Maintenant, on n'a plus forcément ce système-là. Encore faut-il que les parents des enfants soient d'accord. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est le meilleur système. C'est vraiment le système par imprégnation.
Et là encore, on peut appliquer aussi une démarche Montessori, c'est-à-dire que vous allez dans la classe, vous allez vous-même faire, et le professeur qui sait faire, il va vous reprendre, il va vous faire une petite remarque. Mais je vois hein, votre enthousiasme, je comprends évidemment et je le vois chaque jour, la vocation de la plupart des enseignants, ce dont on parle, hein, effectivement, cette chose qui vous nourrit de l'intérieur, qui vous donne envie d'enseigner. Mais ceci étant, l'éducation nationale est quand même faite pour ça, pour apporter aussi des cycles de formation perpétuels aux enseignants. Alors, dans les enseignements classiques, mais aussi dans les nouvelles pédagogies. Est-ce que c'est normal, selon vous, qu'il faille se former seul, à côté, avec ses pairs? Moi, je trouve ça normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que la formation de base soit désastreuse. Si vous voulez, il faudrait une bonne formation de base et ensuite respecter le temps nécessaire aux professeurs pour discuter entre eux, pour se former, pour échanger, pour faire des voyages d'études, aller voir comment ça se passe aux Pays-Bas, aller voir comment ça se passe à Hong Kong. Ça serait extraordinairement formateur. Mais non, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des formateurs référencés sur je ne sais quel catalogue, qui n'ont pas vu d'élèves depuis 20 ans et qui ne leur parlent pas. Maud Friedman, c'est le sentiment que vous avez quand vous récupérez les élèves qui sont un peu perdus justement sur la manière dont ils peuvent appréhender finalement les devoirs à la maison et tout simplement le cours, l'enseignement, l'éducation de manière générale. Il faut pouvoir repenser une pédagogie peut-être différente à la maison qui ne serait pas celle d'un professeur dit classique. Oui, on a des enfants ensuite qui... c'est plutôt après au niveau du collège et où l'organisation, les devoirs, etc. nécessitent des capacités d'apprentissage, d'organisation, etc. On voit que à l'école, il y a certaines prérogatives, il y a certains apprentissages qui ont manqué. Tout ce qui est de l'ordre de apprendre à apprendre, qui n'est pas forcément fait en classe, parce que les enseignants n'ont pas le temps, n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas forcément justement les formations. Et donc ça, évidemment que comparativement aux exigences qui sont imposées par l'éducation nationale, oui, il y a un décalage. Donc il y a un décalage entre ces enfants qui arrivent comme ça et qui ont besoin de capacités d'organisation, d'adaptabilité, de prise de parole en public, d'être capable de résolution de conflits, d'être capable d'avoir une pensée ouverte, d'avoir été curieux, avoir fait des recherches, etc. Ça, c'est des choses que oui, la pédagogie Montessori que je connais bien apporte, et la pédagogie Freinet aussi, qui fonctionne beaucoup par projet, peut apporter, et c'est des choses qui peuvent manquer parfois aux enfants après à l'heure des devoirs. On a tous envie du meilleur pour nos enfants. On n'est pas tous forcément capables d'apporter ce meilleur de manière générale. Quand on parle d'empathie, d'esprit critique, d'apprendre aussi à être dans la vie, de pouvoir vivre seul et être dans l'autosuffisance, mais positive évidemment. Est-ce que, aussi on fait face à des problématiques de coût, tout simplement? Est-ce que ces méthodes-là sont réservées aux enfants les plus privilégiés? Anne Coffinier. Alors, d'abord, il y a des choses qu'on peut faire très bien chez soi, et c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il ne faut pas non plus se faire des histoires extraordinairement compliquées. C'est finalement des principes assez simples. C'est des principes de pousser à l'initiative, de pousser à avoir des cadres, une discipline, aller jusqu'au bout des choses, par exemple, pas papillonner d'un truc à l'autre, mais aller vraiment jusqu'au bout, réfléchir à pourquoi ça marchait, pourquoi ça n'a pas marché. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui... C'est se questionner en permanence ? Oui, mais c'est aussi regarder, je dirais, avoir un regard un peu gourmand sur la vie. Vous voyez, si vous êtes extraordinairement stressé, vite, vous devez devoir, vite, quel note t'as eu, etc., vous stérilisez la relation de l'enfant au savoir. Maintenant, si vous êtes un peu plus à l'aise sur les questions des notes, mais que vous allez avoir de l'intérêt, de la curiosité pour son cours, l'élève lui-même, l'enfant lui-même, il va s'intéresser. Donc c'est un peu le regard que vous portez. Ça vaut rien, ça coûte rien. Ça coûte rien, mais encore faut-il, pour tous les parents qui nous regardent et qui travaillent beaucoup, qui sont pris évidemment par, vous connaissez, hein, oui, la journée qui n'en finit pas. Ça tous les jours, hein. Il n'y a pas besoin de faire ça tous les jours, il y a besoin de faire ça de temps en temps. Et petit point le week-end, en fait. Oui, le week-end, ou le matin, ou le soir, vous trouvez le bon moment. Après, nous, notre objectif à créer son école, mais aussi dans notre fondation partenaire, qui est la fondation Kéros pour l'innovation éducative, c'est de rendre accessibles ces pédagogies alternatives et ces écoles différentes qui font plus attention aux enfants. Ces écoles hors contrat, elles coûtent cher quand même. Elles ont un prix. Ça va de 0 à 20 000. Ça va de 0 à 20 000. Ça va de 0 à 20 000, donc ça dépend complètement. Mais notre rôle à nous, avant que l'État ne se réveille et se souvienne que la justice est pour tout le monde, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait des bourses. Et c'est pour ça que nos donateurs font des dons
fondation, à la fondation Kairos pour l'innovation éducative, qui nous permet, nous, de démocratiser l'accès à ces écoles. Et c'est vrai que c'est essentiel. Il y a beaucoup d'hypocrisie sur la question de l'accès aux bonnes écoles en France. On a même un ministre, on a des ministres dont les enfants sont dans des écoles tout à fait chères, dans des quartiers chers, etc. Et pour autant, ils nous vendent les mérites exclusifs de l'école publique. Donc il faut sortir de cette hypocrisie, c'est vraiment urgent. Et il y a des moyens financiers, hein. C'est pas délirant, hein. Ça se met en place. Mais évidemment, l'obtention de bourse et autres. Enfin, ça reste quand même assez compliqué pour certains. En tout cas, il faut s'y intéresser, car ce sont des pédagogies vraiment passionnantes. Merci beaucoup à toutes les deux. J'aimerais continuer à discuter longuement avec vous, mais le temps presse. Vous le savez, c'est une émission aussi de news. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Ça ne vous empêche pas, vous qui nous regardez, mais évidemment, d'aller regarder sur Internet ce qu'il en est, Steiner, Freinet, Montessori et autres. Il y a plein de méthodes alternatives, d'aller voir sur le site de Créer son école ou Kairos, ou bien de contacter Maud Friedman, donc, qui est psychopédagogue de neuroéducation. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Marc, te pause, on se retrouve. Tous les week-ends, dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent de nutrition, de littérature jeunesse ou encore évidemment de pédagogie. Ça va faire 2 ans que j'ai tout arrêté. Aucune rechute. J'adorais ce petit frisson, la sensation d'interdit. Et maintenant ? Maintenant, je suis rentré dans le rang, coach. Un film ou une série par soir. Légalement. Vous voyez qu'il y a une vie après le piratage. Mais j'y pense tout le temps. La clé, c'est la respiration. J'ai encore envie. Ah oui? Je tiens bon. C'est bien. Ah oui, je tiens bon. Bravo. Je tiens bon. Oui, j'ai compris. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon. De retour dans le grand JT d'éducation, vous avez certainement entendu et même posé cette question dans votre vie. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière et je le pose tous les jours cette question à mon fils qui a 12 ans. Des métiers, il en existe évidemment des centaines, mais c'est impossible, en tout cas très difficile de les tester avant d'en choisir un et surtout de savoir ce qu'on a envie de faire plus tard, notamment quand on est en seconde, troisième seconde ou en première. Enfin, ça, c'était sans compter la réalité virtuelle et sans compter surtout la nouvelle application de Édouard Jomier que je suis ravie d'accueillir. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, bonjour. Vous êtes donc cofondateur de Olysio, une start-up française engagée dans l'orientation qui a lancé une application et une plateforme. Pourquoi les deux? Quelle est la différence? En fait, on va cibler des publics différents. Ouais. Au départ, on a lancé une plateforme web qui va permettre de découvrir les métiers en partant des centres d'intérêt. Donc un peu à la différence des catalogues qu'on va trouver couramment, où il faut saisir dans une case blanche le métier qui nous intéresse. Nous, on va aller sur une logique de découverte. Donc, on va saisir des centres d'intérêt et à partir de là, un algorithme va recommander des métiers en proposant des contenus, vidéo, audio. Et en fonction de l'intérêt que vous avez eu pour ces contenus, vous avez regardé jusqu'au bout, vous avez aimé, vous avez partagé, etc. On va vous suggérer d'autres contenus sur des métiers qui sont proches. Comme ça, de proche en proche, vous allez découvrir des métiers qui, a priori, peuvent être faits pour vous. D'accord, les taux vont se resserrer petit à petit, en fait, pour pouvoir arriver à des métiers auxquels on n'aurait pas pensé. Exactement. D'accord, donc ça, c'est la plateforme. Plateforme, public assez large, Ouais. Notamment pour des publics en reconversion. Mais pour des plus jeunes, il faut quelque chose de plus immédiat, il faut quelque chose de plus ludique, surtout. Donc, on a développé une application mobile en réalité virtuelle, pas en réalité augmentée par réalité virtuelle. Ah, pardon, d'accord, oui. Donc le principe, c'est de superposer du virtuel sur du réel. Et on va pouvoir, du coup, avec l'application et l'appareil photo du téléphone, aller scanner des objets autour de nous et par le jeu, découvrir des métiers invisibles derrière les objets du quotidien. Comme quoi? Je vais scanner une tasse à café, par exemple. La tasse à café, on peut imaginer qu'il y a un métier de torréfacteur, quand on connaît le métier de torréfacteur. Mais en fait, pour cette tasse à café, il y a eu un designer qui l'a faite, il y a eu un céramiste, il y a eu des métiers de la logistique qui ont amené cette tasse où qu'elle soit de Limoges pour l'amener jusqu'au studio aujourd'hui. Marketing, de com, tout. Marketing, de com. Donc, on va aller, par le jeu, découvrir des métiers c'est pas mal, ça. qu'on ne connaît pas. Donc, si on est moins jeune, par exemple, comme moi, on peut quand même télécharger l'application. Bien sûr, on peut tout à fait télécharger l'application. Et je pense que vous aurez une satisfaction hyper importante quand vous aurez découvert des métiers que vous ne connaissiez pas. Mais aujourd'hui, quand on questionne des lycéens, encore
plus des collégiens sur combien de métiers ils connaissent. Ils connaissent 40, 50 métiers, et c'est des métiers visibles. Le boulanger, le médecin, le policier, le pharmacien, les métiers du quotidien. Mais tous les métiers de service, tous les métiers qui sont dans la fabrication, qui sont dans le transport ou dans la conception, sont des métiers que les jeunes ne voient pas du tout au quotidien, à moins d'avoir chez eux des personnes qui font ces métiers. Oui, qui leur en parlent, évidemment. Et du coup, on va aller aussi à l'encontre de phénomènes de reproduction sociale sur le métier. On va faire le métier que l'on exerce dans la famille ou que les proches de la famille exercent aussi. Oui, donc dans ces contenus-là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est-à-dire que vous avez demandé à des professionnels de leur parler de leur métier, comment ça s'est passé? C'est quoi les contenus? Alors effectivement, une fois qu'on a débloqué un métier par le jeu, on va être redirigé sur des contenus de présentation. Donc là, c'est des témoignages de professionnels. Ce sont des vidéos immersives dans une entreprise où on va retrouver ce métier pour voir son quotidien. Ces contenus, c'est pas nous qui les faisons. Nous, on fait un travail de curation. On va chercher sur le web des contenus qui ont cette vocation pédagogique de faire découvrir un métier et qui sont aussi assez attrayantes, qui ne sont pas rébarbatives et sur des formats assez courts. On parle souvent des métiers qui seront les plus connus, prisés et que l'on retrouvera le plus dans 7 ans maintenant. On est en 23, donc en 2030. Ouais. A priori, 85% de ces métiers-là seront dans le numérique. Est-ce que donc, du coup, vous-même, par le biais de cette plateforme ou cette application, vous allez aussi vers ces métiers-là davantage pour pousser les jeunes? Oui, on va vers ces métiers-là, mais on veut aussi montrer qu'il n'y a pas que du numérique, qu'il y a des métiers traditionnels qui vont prendre un virage numérique, qui vont intégrer des compétences numériques, mais ils vont continuer à exister. Des métiers dans l'alimentaire, des métiers dans la sécurité, des métiers dans le service. Ces métiers, ils vont continuer à exister. Par contre, ils vont avoir besoin de compétences numériques pour être exercés. Oui. C'est pas pour vous jeter la pierre, c'est vrai, mais est-ce que peut-être aujourd'hui, j'adore, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait pas lâcher un peu la grappe aux enfants sur la question de l'orientation? Parce qu'on sait que dans notre vie, maintenant, on va avoir peut-être 4, 5 métiers différents, qu'on va être un jour développeur et puis après on va être berger et puis au final on va peut-être finir torréfacteur. Est-ce que vous avez cette vision pour dire aux jeunes, écoutez, ce que vous faites maintenant, ce que vous choisissez maintenant n'est peut-être pas ce que vous allez faire dans 5 ans ou dans 10 ans et en fait ça n'est pas grave et c'est le cours normal de l'existence. Mais je rebondis quand même juste avant que vous répondiez, c'est que oui, certes, mais il faut quand même être orienté même si c'est pour 5 ans, non? Oui, tout à fait. Alors 2 choses. Les phénomènes de reconversion dont vous parlez, c'est une réalité. Par contre, ils touchent majoritairement, voire très majoritairement, des publics qualifiés. D'accord. Donc les gens qui sont peu qualifiés au départ, ils ont moins de mobilité, moins de possibilités de mobilité. Et peut-être pas l'idée de la mobilité. Et l'idée aussi, peut-être, qui doit être du coup inspirée par des personnes qu'on rencontre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien choisir le premier pas. Le premier métier, c'est un métier dans lequel on va commencer à accumuler de l'expérience et accumuler des compétences qui sont des atouts, des piliers pour pouvoir derrière envisager de faire un autre métier. Donc pour être torréfacteur, il faut potentiellement avoir eu un certain nombre de bases sur de la bio, sur de l'agro, etc. Et peut-être que les métiers précédents ont permis de construire ce socle de compétences qui est nécessaire pour travailler sur de la mobilité. Édouard Gemier, comment vous est venue l'idée de justement lancer cette application en fait? Parce que c'est quand vous avez fait votre 3e, seconde ou première, vous avez eu l'impression que le conseiller d'orientation n'était pas forcément ultra doué ou... Alors, c'est souvent ça. Hein. Moi, on m'a dit que je ne serais jamais journaliste, par exemple. Est-ce qu'ils avaient tort? Il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi une réalité très concrète aujourd'hui. On travaille beaucoup avec des filières professionnelles, des branches professionnelles. Il n'y en a pas une seule aujourd'hui qui ne se plaint pas des difficultés de recrutement qu'elle a, de la difficulté qu'elle a à promouvoir, à présenter ses métiers. Donc c'est une réalité très concrète. Nous, on a un acteur économique, il y a un besoin, on essaye d'y répondre et en même temps d'assumer un rôle social, d'accompagnement, parce que c'est une entreprise à mission, on est en train de le devenir, qu'on est en train de construire avec Olesio. Donc c'est encore plus ingénieux parce que non seulement effectivement on rencontre, on découvre des métiers, on sait un peu plus où on va et donc on fait un choix aussi de spécialité et d'orientation, mais en plus on rentre en contact avec un réseau de professionnels qui pourraient éventuellement nous engager plus tard. Alors oui, et on va aussi entre-temps aller orienter vers des acteurs de la formation. On ne peut pas forcément toujours aller vers le métier qui nous intéresse sans passer par la case formation. Donc nous, la volonté vraiment, c'est de pouvoir faciliter la mise en relation pour concrétiser le projet le plus rapidement possible. Donc si jamais il y a besoin d'une formation, on va orienter vers un acteur de la formation. Vous avez des contacts avec ces acteurs-là ?
On a des contacts, on a un catalogue de 250 000 formations sur nos différentes applications qui sont personnalisées du coup en recommandations selon la localisation géographique, le niveau de qualification, le métier. L'application s'appelle OMG, Orientation Métier Go, disponible sur les 2 stores Android et Apple. Ok, et la plateforme Oliesio.fr, accessible librement et gratuitement. Voilà, vous le faites beaucoup mieux que moi. C'est parfait, comme ça les choses sont claires et on ne se trompe pas. Merci Édouard Jomier d'avoir été avec nous sur le Grand JT. C'est à vous, cher Loïc, journaliste de métier et de formation. Loïc, un agenda principalement consacré aux journées européennes du patrimoine. Elles se tiennent les 16 et 17 septembre dans toute la France. Et cette année, il y a près, écoutez bien, de 28 000 événements organisés un petit peu partout. Donc forcément, vous allez trouver votre bonheur. Et on va commencer évidemment par la visite qui fait le plein chaque année. C'est celle de l'Élysée, bien sûr. Il y a toujours beaucoup d'attentes, donc venez tôt. Vous allez pouvoir aussi visiter l'hôtel Matignon, résidence de la Première ministre, l'Assemblée nationale, l'hôtel de ville de Paris, le Palais du Luxembourg, la Banque de France, entre autres. Ça, c'est pour les lieux dits de pouvoir et c'est toujours intéressant, effectivement, pour les enfants et les ados de voir tout ça. Côté culture, je vous recommande les ateliers d'art du Musée du Louvre qui sont exceptionnellement ouverts au public. Ça n'arrive quasiment jamais. En termes de visites insolites, je vous recommande vraiment les égouts de Paris. Je les ai faits, c'est incroyable. C'est là où on voit les réserves d'eau de la capitale. Il y a les catacombes aussi. Alors, c'est pour un public plutôt ado, parce que c'est un petit peu angoissant. C'est là où on a mis, il y a à peu près 6000 squelettes qui datent de la Commune, 1850. Un petit dédale comme ça dans les souterrains, mais c'est super bien. Il y a aussi la maison de Victor Hugo. Je préfère. Place des Vosges, pour coller bien sûr au programme de français au collège. Et on peut même aller voir les coulisses de la RATP pour voilà, un petit peu saisir comment tout le réseau fonctionne. C'est toujours quand même intéressant pour les petits et les grands. Alors tout ça, c'est à Paris, mais il n'y a pas que Paris dans la ville. Et non, il y a Nice. Ah, par exemple. Voilà, je fais... Votre ville. Alors, moi, je suis plutôt anti-bois, pour ceux qui savent. Pardon. C'est pas... On va dire c'est pareil. Parce que, outre les musées, les églises, les bâtiments architecturaux qui sont ouverts, je vous recommande vraiment d'aller voir les studios de la Victorine. Ah oui. C'est vraiment rare qu'on puisse y pénétrer. Ce sont des plateaux de cinéma historiques qui ont accueilli des centaines de tournages des années 1920 à 1990. Dans les années 2000, les studios vivotent un peu. Il y a une très mauvaise gestion. Et là, ça fait quelques années à peine que ça reprend vraiment en termes de tournage. Ça a retrouvé tout son dynamisme, donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir ces plateaux qui sont centenaires. Si on va à Lille, cette fois, samedi et dimanche soir, la ville propose un parcours autour des bâtiments qui sont mis en lumière de façon exceptionnelle pour l'occasion. Il y a également une visite gratuite du port de Lille. Je ne savais même pas qu'il y avait un port, moi, à Lille, ainsi que des promenades. Il y a des cafés, des magasins aussi. Il y a la 3G, c'est incroyable. Ainsi que des promenades en barque à la découverte du quartier Bois-Blanc. J'avoue que je connais très mal cette ville. On va filer à Strasbourg cette fois. Sudiste. Ouais. Vous voyez que j'essaie quand même de quadriller un petit peu la France. Hein. La cathédrale de Strasbourg, parce que Strasbourg c'est quand même un écrin, c'est un joyau cette ville. Le musée d'art moderne et contemporain, la gare SNCF qui fête ses 140 ans cette année et qu'on peut visiter. Bien sûr le Parlement européen qui accueille d'ailleurs cette année un festival de littérature. Et on termine rapidement à Bordeaux, au Grand Théâtre de la Ville, qui va proposer un parcours inédit, spécialement imaginé autour des escaliers. Puisqu'en fait, dans ce grand théâtre, il y a plein d'escaliers différents, d'époques différentes. Et donc, sur chacun de ces escaliers, il y aura des groupes de musique, d'inspiration aussi différentes. Et ça donnera lieu à des mises en scène très étonnantes. Et alors, comme chaque année, il y a chez nos confrères des visites de studios et de chaînes de télévision. Oui, et il me semble que vous l'avez fait en votre époque. Oui, c'est vrai, à France Télévisions. À France Télé, parce que, bon, évidemment, nous, à School, on ne peut pas pour l'instant vous recevoir, même si on adorerait. Donc, on va faire germer l'idée. Mais si vous voulez pénétrer dans le monde feutré et néanmoins fourmillant des médias, effectivement, vous pouvez aller donc au siège de France Télévisions. Il y a une visite guidée des plateaux, des loges maquillage, de la régie, et il y a même donc des animateurs de France 2, France 3 et France 5 qui seront là. Même chose d'ailleurs à la Maison de la Radio qui abrite France Inter, France Culture, etc. Alors, autre événement très important, c'est la fête de l'humain. Ah bah ça, oui, événement culturel, politique, musical, organisé jusqu'à dimanche dans l'Essonne, en région parisienne. Au programme, il y a des concerts, notamment Angèle, Big Flo et Oli, Martin Solveig, Bilal Hassani, Diziz ou Zao de Sagazan. Des spectacles, des happenings, mais aussi des expositions, des rencontres avec des auteurs et des autrices, des débats, des conférences autour de la solidarité, de l'environnement, des conflits géopolitiques, des grandes figures de l'action sociale également. Bref, tous les renseignements sont sur www.fête.humanité.fr et pour les journées du patrimoine, c'est sur www.journeesdupatrimoine.gouv.fr.
Merci beaucoup Loïc. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invitée est la danseuse Inès Vandamme. Parmi les gros thèmes de l'actualité dans l'éducation, il y a le cyberharcèlement, parce que là, ça a été la rentrée, on en a beaucoup parlé. Toi, est-ce que c'est un problème que tu as pu rencontrer? Le harcèlement? Ouais, sur les réseaux. À l'école, sur les réseaux. Ouais. Et comment tu t'en es protégée? Je sais pas si on s'en protège. Je crois que ça nous atteint. Donc, moi, ça m'atteint. En tout cas, ça m'atteint. Et dernièrement d'ailleurs, ça a été assez poussif. C'est une personne, une femme d'ailleurs, une femme qui n'arrête pas. Qui m'envoie des messages. J'oserais même pas utiliser les termes qu'elle emploie, mais c'est réducteur, c'est tout ce que j'entreprends est nul. Allez, je vais te dire, j'ai pas envie d'employer les termes parce que j'ai pas envie de donner des idées à certaines personnes qui seraient mal intentionnées. Mais quand bien même tu sais que c'est faux, quand bien même tu sais que la personne qui est derrière, c'est hyper facile pour elle, voilà, d'écrire un commentaire, hein, c'est rien, t'es derrière ton ordinateur, tu tapes sur ton clavier et t'envoies. Ben moi, ça m'atteint. Ouais, si tu le reçois ça toute la journée. Ouais, c'est toute la journée, puis à un moment, ça te prend la tête. Bon, tu finis par bloquer la personne, mais elle va créer un nouveau compte. Et bon, bah c'est tout, c'est comme ça. C'est la vie aujourd'hui, elle est faite malheureusement. Donc t'as pas de solution pour t'en protéger alors? En fait, je m'en protège en parlant à mes amis. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui en sont victimes? Il faut en parler. Il faut en parler. Alors il faut en parler à la personne avec laquelle on se sent en confiance pour en parler. Il n'y a pas de il faut absolument en parler à ta maman, il faut absolument en parler à ton papa, il faut absolument en parler à ta meilleure amie. Non, si tu as envie d'aller voir la CPE de ton lycée pour en parler, va voir la CPE de ton lycée, va voir la personne en qui tu as confiance. Là, tu as 31 ans, donc l'école, c'était un petit moment maintenant pour toi. Quel regard tu portes quand même sur l'école française en termes de niveau, de qualité, d'enseignement, d'égalité? J'ai l'impression qu'on tape beaucoup sur le système. Bien sûr qu'il y a des failles, évidemment. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi une chance inouïe de pouvoir avoir accès à l'école telle qu'on y a accès aujourd'hui en France? C'est-à-dire? Gratuit, obligatoire. Moi, je trouve ça génial d'être obligé de faire quelque chose parce que plus tard dans la vie, on sera obligé d'aller au travail. On sera obligé d'être présent. Donc en fait, c'est un peu l'école d'hier. Mon école d'hier, c'est mon école d'aujourd'hui. Finalement, je suis obligée d'aller travailler, je suis obligée d'être à l'heure. Je dois pas mal répondre à mon professeur parce que je vais pas mal parler à mon patron. Voilà. Donc, j'ai un regard. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi? Je pense qu'il faudrait améliorer. Alors là, je vais parler plutôt de l'école, on va dire, au niveau du lycée et peut-être ensuite. Il faudrait améliorer le... Je pense j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi, quand on termine l'école, on est balancé dans le système du travail, on n'est pas prêt du tout. Hein. Ouais. On n'est absolument pas prêt. Alors, on a acquis des connaissances, mais c'est bien. Un peu plus de pratique alors? Beaucoup plus de pratique. Peut-être beaucoup plus de stages dans les entreprises ou... Ouais, je pense que ça manque, ça, tu vois. L'école de demain, pour toi, c'est quoi? Oh, une école avec plus de civisme. Tu trouves qu'on n'est plus très bien éduqués? Pas vraiment. Pas vraiment. Je trouve qu'il y a un manque de civisme énorme et c'est pas forcément dû aux élèves, c'est pas forcément dû qu'aux professeurs, c'est pas forcément dû qu'à l'État. Je pense que c'est dû un peu à tout le monde. Ouais, ça manque quand même beaucoup de civisme. Rien qu'avec le harcèlement, c'est pas normal qu'on se fasse harceler à l'école. Si on se fait harceler à l'école, c'est qu'il n'y a pas de civisme. Donc peut-être qu'avec des cours, si on enlevait un petit peu de cours de géométrie et un petit peu de cours d'histoire, alors attention, c'est très important, et qu'on instaurait une petite heure de civisme, je pense que ça serait... Mais ça existait, ça? Ouf. Moi, je ne l'ai jamais connu, donc bon, je ne suis pas très vieille, mais... C'était très ponctuel. Moi, j'ai déjà eu des... Voilà. Quand on a une fois tous les 3 mois, je ne suis pas certaine que... Même moi, je pense. Voilà, c'est ton heure à l'infirmerie. Tu vois. On prend note de tout ça. C'est déjà la fin de l'émission pour nous. Oh, ça va vite. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika, on vous retrouve lundi et tout de suite c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
On le rappelle, une récente étude de l'IFOP et des Sherpas alarme sur l'inégalité des chances engendrées par notre système scolaire. Mais les Sherpas proposent une réponse. Étienne, comment est née les Sherpas, l'idée de révolutionner un petit peu le marché du soutien scolaire? On a créé avec William Mièvre les Sherpas pendant nos études. On était encore étudiants. C'est parti, je pense, d'un triple constat. D'abord, on a tous les deux une scolarité un petit peu chahutée. À un moment, on a eu la chance de se faire récupérer par un prof particulier qui nous a tiré de l'ornière. En même temps, on avait aussi vu à quel point ça avait été compliqué pour nos parents de trouver la bonne personne et à quel point aussi c'était onéreux et un vrai effort pour eux. Et quand on est passé de l'autre côté de la barrière, on est devenu étudiant. On a voulu un petit peu rendre ce qu'on avait appris. Et puis pareil, on s'est rendu compte en fait que c'était pas facile d'enseigner et que les plateformes historiques prenaient des marges très très importantes et vraiment assez indécentes par rapport à la valeur qui est donnée par le professeur. Quand on a mis tout ça ensemble, on s'est dit qu'en fait il y avait moyen de faire une entreprise qui fasse beaucoup de sens, qui a un vrai impact sociétal en remettant le professeur au centre du jeu et en les rémunérant correctement, et en même temps que c'était aussi la solution pour avoir une rémunération qui soit équitable pour le professeur et que la famille ait une meilleure rapport qualité-prix possible. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 64 300 victimes de violences intrafamiliales non conjugales. C'est 16% de plus qu'en 2020 et les deux chiffres qui nous inquiètent ici, 80% des victimes étaient mineures au moment des faits et le délai moyen des plaintes atteint jusqu'à 7 ans. Arnaud Gallet, 7 ans, comment on fait pour réduire ce délai ? Comment on fait, c'est toujours pareil, c'est la question des moyens, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que c'est là que le bas blesse d'une certaine manière. C'est bien de faire des spots, c'est bien de faire des préventions, on peut que saluer ce type d'initiatives qui sont des initiatives citoyennes et qui permettent réellement en plus avec les jeunes de travailler sur cette question qui est fondamentale, et on voit bien que les jeunes sont intéressés, sont à la hauteur des enjeux. Une prévention par les jeunes, pour les jeunes. Des enfants qui proposent de libérer la parole d'autres enfants, c'est aussi une solution. Génial. Oui, même de manière générale, on sait que de toute façon la prévention entre pairs ou même la protection entre pairs, y compris au niveau des violences sexuelles, c'est quelque chose qui fonctionne. Moi-même, j'ai pris la parole parce que, je sais pas, il y a des personnes comme François Deveau, etc. Il y a un processus d'identification en fait qui se passe, qui est essentiel, sur lequel on doit s'appuyer. C'est pour ça, c'est dommage en fait que ce soit uniquement des initiatives locales. On pourrait imaginer quelque chose qui se déploie sur tout le territoire national parce que on est déjà plus que convaincus. Et puis en plus, je veux dire, faire vivre la citoyenneté. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans une démocratie, d'une certaine manière? Là, c'est ce que ça montre. Moi, je trouve ça génial. Je trouve qu'on voit bien. Et donc, on manque donc et de volonté politique et de moyens, d'une certaine manière, pour réduire, évidemment, tous les délais dont on a parlé. Et puis, pour faire vivre et surtout que les chiffres baissent, parce que les chiffres font peur. Quand même, vous me corrigez si je n'ai pas bien compris, ce qu'ils expliquent, entre autres, c'est qu'il y a plusieurs systèmes dans le cerveau. Le système 1, c'est l'intuitif. Donc, on va dire, c'est Piaget qui dit l'enfant est très intuitif et plus il grandit, plus il va devenir logique. Et le système 2, c'est la logique, j'ai tourné ma langue cette fois dans ma bouche, j'ai réfléchi, Kahneman nous disant, non, en fait, on continue à être habité par le système 1. Et vous inventez le système 3. Ça, il le fallait. Et c'était la façon d'abord conceptuelle, ensuite il a fallu le montrer par des expériences et l'exploration du cerveau, de lever le paradoxe. Parce que pour Piaget, on passait du système 1 intuitif rapide, qui caractérise en gros l'enfant jusqu'à la fin de l'école maternelle, l'âge de raison vers 6-7 ans, l'enfant devient logique concret, pour Piaget, l'adolescent, logique abstrait. Mais chez Piaget, il faut bien comprendre cela, car beaucoup de professeurs croient encore un peu à cette théorie, la logique se substituait à l'intuition. Or, elle est toujours là, l'intuition. Or, elle est toujours là. C'est l'enfant qui reste en nous, l'enfant cognitif, mais l'enfant biaisé, intuitif, et heureusement qu'elle est là, parce que très souvent, l'intuition est utile. Il nous faut des automatismes pour bien s'adapter au réel. Mais Kahneman montre que ce système n'a pas disparu, il existe chez l'adulte. Et dès lors, j'ai créé une nouvelle théorie qui est celle du troisième système, qui est celui qui, dans le cortex préfrontal, on y reviendra certainement, permet, comme un peu le frein et l'accélérateur dans une voiture, en termes plus scientifiques, neuroscientifiques, c'est l'inhibition et l'activation. Il faut savoir quand. Et là, le rôle de l'école, des parents, de l'éducation est essentiel. On va y venir, Olivier. Quand inhiber le système 1 pour activer le système 2, ça c'est un troisième système que j'ai dénommé numéro 3. Vous le disiez, quelque part, vous venez combler le rôle de l'école. Est-ce que les enfants devraient avoir besoin aujourd'hui de suivre du soutien scolaire ? Je pense que
Aujourd'hui, il y a un besoin en tout cas de soutien scolaire qui est vu par l'ensemble des Français parce que c'est justement l'étude qu'on a fait avec l'IFOP au mois de juin. En fait, on se rend compte que globalement les Français portent un regard sur l'école en tant qu'institution un peu attristé. C'est-à-dire que d'un côté, tous les Français apprécient énormément le travail des enseignants et sont conscients que c'est un travail qui est exigeant, qui est important, qui est difficile, mais en même temps, ils portent un regard un petit peu attristé sur l'efficacité de l'institution en tant que telle et ils sont bien conscients que l'école ne peut pas tout et que justement, il y a besoin d'un complément. Et je dirais que pour moi, le soutien scolaire, en fait, quand on prend un petit peu du recul d'un point de vue historique, ça a toujours, l'enseignement en one-to-one a toujours été quelque chose qui a existé depuis l'Antiquité, depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est juste que on a développé une institution qui s'appelle l'Éducation nationale au XIXe siècle pour apporter une formation à l'ensemble de la population, pour donner un socle commun, ce qui est extrêmement important, mais ça n'enlève pas qu'à certains moments, il y a un besoin de sur-mesure. Et c'est pour ça que nous, on se voit vraiment comme un complément du travail des professeurs. Les professeurs qui doivent apporter ce socle à l'ensemble de la population, mais forcément, leur métier, c'est un métier de masse, sans mauvais jeu de mots, et nous, on est là pour pouvoir descendre, faire du sur-mesure. Parce que quand vous avez une classe de 30, 40 élèves, vous n'avez pas forcément le temps à accorder à chaque élève individuellement. Et c'est ce qu'on peut faire avec du soutien scolaire. Comment on éduque son enfant au risque d'agression sexuelle ? Je pense qu'il faut en parler, tout simplement. Il y a pas mal d'outils qui existent. Il y a des outils qui peuvent avoir été mis d'ailleurs en place par Muriel Salmona, notamment avec Mémoire traumatique, des livres qui sont téléchargeables gratuits sur Internet. Il y a différents outils qui peuvent exister. Il y a Le Loup aussi de Maïlan, qui est un super livre, un super ouvrage qui a été fait. Bref, il y a plein d'outils, mais c'est vrai que ce qui manque cruellement, comme des fois il y a beaucoup de choses aussi à faire, je pense qu'on devrait avoir une plateforme portée aussi par un secrétariat d'État, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de ministère de l'enfance. Oui, qui permet de dire, évidemment, voilà, ça c'est certifié, validé, vous pouvez utiliser ce document, etc. C'est pareil, je veux dire, ça coûterait quoi en réalité? On a plein de gens qui font ça, on a les expertises. En fait, c'est ça qui est décevant en réalité, pour le dire de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est pas comme si on n'avait rien. En réalité, on a tout, parce qu'en France, on est quand même dans une belle démocratie, un beau pays qui nous permet aussi de faire des études, etc., de montrer plein de choses. Mais on en fait quoi? Goldorak, 45 ans après sa toute première diffusion sur la télévision française, un documentaire retrace l'histoire de ce manga devenu un véritable phénomène. Oui, le documentaire s'appelle Goldorak Go, disponible sur la plateforme Paramount+, produite par Jean-Marc Dupuis. Alors ce documentaire revient à travers des témoignages et des images d'archives sur la Goldorak mania qui envahit la France à la fin des années 70 et qui, vous allez le voir dans ce documentaire, est restée intacte. Je vous propose de regarder la bande-annonce de ce programme. Entré dans la légende. Ça a été une déferlante partout. Devenu une œuvre d'art, une icône de la pop culture. Ça a été une révélation pour les enfants de l'époque. Nous avions 10 ans quand il est arrivé en France à la fin des années 70. Et nous, les gamins de l'époque, il nous a directement passionnés. Pour regarder Goldorak, c'était presque un moment sacré. Il fallait pas le louper, parce que le lendemain à l'école, on parlait de quoi dans la cour? Le cornofulgure, c'était un grand classique. C'est même lui qui a ouvert une voie royale à un univers encore inconnu dans l'Hexagone, celui des mangas. Je n'en crois pas mes oreilles. C'était une œuvre fondatrice, tellement nouveau. Il a eu une telle importance pour ma génération. Bien plus qu'un simple dessin animé japonais, c'est maintenant un vrai poids lourd de la pop culture. Enfin, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est merci Goldorak. Goldorak Go, le documentaire. Voilà pour le Zap et la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Loïc. De rien. De voix. Oui, parce que j'ai eu un petit problème. Vous l'avez peut-être entendu. En plus, j'ai un concert demain. Donc j'espère que lundi, je vais pouvoir être bien en forme. Bah oui, évidemment. C'est la fin de ce grand JT. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Alice Pitavi à la réalisation. Donc au son, c'est Thibaut Gorillafont. Maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. ScootTV.com pour voir et revoir toutes les émissions. Canal 247 sur les Freebox. Canal 217 sur la box Orange. Très belle soirée à tous et bon week-end. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.